Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce jeudi de la SPLF qui est consacré à la transplantation pulmonaire en France, un état des lieux en 2017. Je m'appelle Pascal Thomas, je suis chirurgien thoracique à l'hôpital Nord, CHU de Marseille. Avant de parler de la transplantation elle-même, il convient de dire un petit mot des dons d'organes en France, puisque l'année 2017 a vu une évolution, pas tellement du dispositif législatif, mais tout du moins de son interprétation. Vous savez qu'il fallait jusque-là affirmer ou recueillir le consentement du défunt vis-à-vis de la transplantation d'organes. Et depuis le janvier 2017, on est considéré comme donneur, sauf si on a expressément affirmé son refus avec soit l'inscription sur le registre des refus, soit en ayant affirmé auprès de ses proches cette position négative. Cette évolution de l'interprétation des textes tend à rejoindre le paradigme qui est utilisé en Espagne, où le don d'organes est considéré comme un patrimoine national, et donc un bien collectif et non plus du ressort exclusif de la décision individuelle. Alors voilà ce qui se passe en termes de prélèvement d'organes et de donneurs multi-organes en France actuellement. Les taux sont exprimés en nombre de donneurs par million d'habitants. Et là, on parle bien entendu des donneurs en état de mort encéphalique. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a eu une amélioration, même si elle est modeste, entre 2011 et 2016, puisqu'on est passé de 24 donneurs environ par million d'habitants à 26 donneurs par million d'habitants, avec cependant, comme vous le constatez, de très grandes disparités régionales, avec des régions françaises où le prélèvement est quasiment inexistant, et d'autres où on est plutôt sur des taux qui rejoignent les meilleurs pays européens, comme l'Espagne dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi la Belgique ou certains pays scandinaves, c'est-à-dire au-delà de 30 donneurs par million d'habitants. Ce qui a aussi évolué un petit peu avec le temps, ce sont les causes qui amènent au décès et à l'état de mort encéphalique. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, la part relative liée au traumatisme n'a eu de cesse que de diminuer au cours de la période, avec entre 2003 et 2016 une diminution de 30% des traumatismes parmi les donneurs multi-organes. Les décès de causes vasculaires sont à un niveau relativement constant et on remarque une augmentation progressive des causes anoxiques alors que les autres causes diverses restent aussi remarquablement stables. Alors s'agissant du prélèvement du bloc cœur-poumon ou du prélèvement pulmonaire, voici les chiffres français actualisés en 2016 par l'Agence de la biomédecine. Comme vous pouvez le constater au cours des 6 ou 7 dernières années, le nombre de donneurs prélevés d'un greffon cardio-pulmonaire est resté très faible, entre 10 et 20 par an, ce qui représente donc une activité assez anecdotique. Alors que si on compare à ce qui s'est passé pour le prélèvement pulmonaire, eh bien vous voyez que au cours des 6 dernières années, on a observé une augmentation de près de 30% de ce chiffre. Et si vous regardez les chiffres initiaux de la fin des années 90, le nombre de prélèvements pulmonaires a augmenté de façon assez considérable. Et si on se focalise sur les chiffres de 2016, eh bien on voit que globalement le taux de prélevabilité des greffons pulmonaires est de 21%. Un donneur sur 5 va pouvoir être un donneur de poumon et ces chiffres étaient à moins de 1 sur 10 10 ans auparavant. Donc il y a eu une progression assez considérable liée à de multiples causes. Si l'on regarde certains indicateurs de prélèvement chez les sujets en mort encéphalique, on constate que le
par exemple, le taux d'opposition au prélèvement en France est à un niveau très élevé en 2016, avec un taux qui dépasse les 40%. Et là encore, avec de grandes disparités régionales, par exemple, plus de 50% en Île-de-France et en région parisienne, alors qu'elle n'est que de 32% dans la région sud-est. Et si l'on regarde plus précisément le prélèvement de poumons, eh bien, ce taux est de 21 à 22%, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Là encore, avec une grande variabilité interrégionale, 17%, 16-17% à peine dans le nord-ouest et jusqu'à 27% dans la région sud-Méditerranée, rejoignant là les meilleurs taux européens. Si l'on regarde les causes maintenant de non-prélèvement chez les donneurs multi-organes, les non-prélèvements des poumons, on constate deux éléments majeurs qui présentent des critères visiblement de sélection assez importants et très importants utilisés par les équipes, l'âge du donneur qui est mis en avant dans les refus et la gazométrie, les chiffres annoncés à la gazométrie des donneurs. Ce sont les causes vraiment principales. Il y a eu cependant en 2017 un progrès considérable apporté par la possibilité de consulter l'imagerie, et en particulier les scanners, chaque fois qu'ils ont été réalisés, les scanners des donneurs, de façon à mettre en parallèle une gazométrie éventuellement médiocre, voire mauvaise, et puis l'imagerie pulmonaire. Vous voyez cet exemple-là qui est tiré d'un prélèvement extrêmement récent, d'un homme âgé de 69 ans, donc déjà dans des critères d'âge un petit peu étendus, qui avait une gazométrie avec une PaO2 inférieure à 300, qui est en général le critère utilisé par la plupart des équipes. Eh bien, il était facile d'imaginer que cette mauvaise gazométrie était liée à un effet shunt dans cette atélectasie du lobe inférieur gauche, alors que le reste du parenchyme était absolument sain, sans aucune infiltration. Les manœuvres de recrutement effectuées au moment du prélèvement ont confirmé qu'il s'agissait d'un excellent donneur. Si on regarde l'âge du donneur, effectivement, les mentalités ont beaucoup évolué, puisque maintenant on prélève chez des donneurs âgés de plus de 65 ans, voire jusqu'à 70 ans, et dans quelques cas très particuliers, au-delà de 70 ans. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que même s'il y a effectivement une tendance à mettre en adéquation l'âge du donneur, l'âge du receveur, on voit quand même que dans cette catégorie de donneurs de plus de 65 ans, qui représente quand même, comme vous voyez, une proportion importante des donneurs en 2016, eh bien, des receveurs, y compris des receveurs assez jeunes, de moins de 30 ans, ont pu être transplantés grâce à cette ressource. L'évolution de la législation a permis, par une mesure dérogatoire, d'ajouter une nouvelle catégorie de donneurs, qui sont les donneurs décédés après arrêt cardio-circulatoire, la catégorie 3 de la classification de Maastricht, et donc une mesure dérogatoire qui a permis en France d'utiliser les organes issus de ces donneurs. Alors c'est vrai que pour la transplantation pulmonaire, cette expérience est encore à ses tout débuts, mais en 2016, date à laquelle elle a pu commencer réellement pour les prélèvements de poumons, vous voyez que 6 donneurs fournissant 12 greffons pulmonaires ont pu être prélevés, et ces greffons utilisés avec succès. Il s'agit là d'une mesure qui permettra probablement, dans les années qui viennent, d'augmenter de façon substantielle l'activité de prélèvement et donc de transplantation en France. Alors voyons ce qui se passe au niveau des receveurs maintenant. Voici exposer les données de l'Agence de la biomédecine concernant l'évolution de la liste d'attente et le devenir des candidats à une greffe cardio-pulmonaire ou à une greffe pulmonaire. Vous pouvez constater, s'agissant de la greffe cardio-pulmonaire, une activité, comme je vous le disais tout à l'heure,
situé quantitativement entre 10 et 20 transplantations par an. En 2016, il n'a été que de 13 transplantations cardio-pulmonaires, majoritairement d'ailleurs dans l'indication d'hypertension artérielle pulmonaire. Si l'on regarde les nouveaux inscrits dans l'année, on voit clairement une situation de pénurie, puisque chaque année, le nombre d'inscrits est supérieur à celui des greffés. Même si la situation s'est légèrement améliorée en 2016 avec 14 nouveaux inscrits pour une activité de 13 transplantations. La situation de la greffe pulmonaire est radicalement différente. Vous voyez qu'en 2016, donc un total de 371 transplantations a été réalisé, alors que dans le même temps, seulement 359 nouveaux patients ont été inscrits en liste dans l'année, avec un inversement donc de la tendance par rapport aux années précédentes, et donc un rattrapage de la pénurie relative de greffons pulmonaires. Et là, il s'agit vraiment d'une situation tout à fait unique dans la transplantation d'organes en France, avec une situation qui reste une situation de pénurie, mais tout à fait relative, puisque on compte 1,4 receveurs potentiels pour un greffon. En tout état de cause, le taux de greffe pulmonaire en France en 2016 était de 5,6 par million d'habitants, ce qui nous rapproche des pays les plus performants comme la Belgique ou l'Autriche en Europe. Voici le détail des 13 transplantations cardio-pulmonaires réalisées en 2016. Vous voyez concentré sur certains centres avec des activités qui sont numériquement assez faibles. Et comme je vous le disais tout à l'heure, une indication qui est quasiment exclusivement celle de l'hypertension artérielle pulmonaire. Voici une cartographie des centres de transplantation pulmonaire en France, avec une évolution en 2017, puisqu'il y a eu un centre de moins de transplantation, un centre qui a cessé peut-être temporairement son activité, et une répartition donc géographique que vous voyez ainsi avec 4 équipes parisiennes, et une situation à Marseille un peu particulière avec 2 équipes, mais dont une dédiée exclusivement à la transplantation pulmonaire pédiatrique et avec une activité qui est numériquement très faible, bien entendu, dans ce segment d'âge. Voici l'évolution de l'activité en France depuis 1998, avec depuis l'année 2004, qui a été un petit peu l'année qui a vu une grande réflexion autour de l'activité pulmonaire, l'activité de prélèvement et de greffe pulmonaire, se transformer en propositions concrètes, et notamment en propositions de critères élargis de prélèvement. Et vous voyez que cette activité de transplantation pulmonaire a augmenté très régulièrement et continue d'augmenter. Je vous ai fait un point sur la situation à fin novembre, c'était il y a 48 heures, 2017, avec un chiffre qui est déjà un peu supérieur à celui à la même date l'an dernier. Donc le chiffre de 371 transplantations pulmonaires de 2016 devrait être au moins égalé, voire probablement dépassé de quelques unités. L'objectif réaliste est d'être assez rapidement à 400 transplantations sur le territoire national. Encore une fois, cette activité représente une offre de 5,6 greffes pulmonaires par million d'habitants. Alors cette augmentation d'activité se traduit en particulier par une réduction assez drastique de la durée d'attente en liste. Et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, la médiane d'attente est d'environ 4 mois, avec quelques disparités entre les équipes qui est fonction très directe de leur volume d'activité. Un cas particulier que je citais tout à l'heure qui concerne la transplantation pulmonaire pédiatrique, vous voyez, avec des temps d'attente très longs liés à une activité qui est numériquement extrêmement faible. Petite particularité aussi, le centre qui en France
la plus forte activité, c'est-à-dire l'équipe de Foch à Suresnes, une médiane qui est inférieure à 1 mois, puisqu'il y a, compte tenu d'une activité qui est très élevée, une inscription et greffe en flux tendu qui a pour conséquence cette réduction drastique de la médiane d'attente en liste. Il y a un dispositif de super-urgence qui est actif depuis 2007 en France. Ce dispositif est utilisé de façon très raisonnable par les équipes, comme vous pouvez le voir. Numériquement, ce chiffre est stable. Il représente moins d'un patient sur 5 en 2016, greffé selon cette procédure de super-urgence. Et comme vous le voyez, le nombre de demandes est lui aussi relativement stable, voire même en légère diminution au cours de l'année 2016. Ce qui est aussi assez remarquable, c'est le taux d'acceptation des demandes qui est très élevé, ce qui prouve que cette activité et cette procédure se fait dans un climat de confiance et d'équité totale qui profite donc avant tout aux patients inscrits sur liste. S'agissant des indications, eh bien, si les indications classiques comme l'emphysème, la BPCO, les fibroses pulmonaires sont des indications qui représentent une proportion stable. Il y a 2 points à remarquer. Le premier, c'est la réduction sensible au cours des 6 dernières années de la proportion des patients atteints de mucoviscidose, passé de 31 à 24%. Ceci s'explique bien entendu par les progrès considérables dans la prise en charge de ces malades, l'augmentation de leur espérance de vie, l'arrivée de nouvelles thérapeutiques, et donc une indication de transplantation qui est plus tardive et qui est moins fréquente. Le deuxième point, qui est un point de vigilance, c'est celui des retransplantations. Le pourcentage était de l'ordre du % jusqu'au début des années 2010, et puis effet de vieillissement des cohortes, bien entendu, du succès aussi des transplantations des premières époques. Et on voit cette proportion augmenter très sensiblement avec 16 retransplantations effectuées en 2016, ce qui représente 4% de l'effectif global. Et cet élément doit être regardé, analysé avec la plus grande attention, puisque les indications de la retransplantation sont encore assez peu précises, en tout cas moins documentées que les indications des primogreffes. Et il y a un travail national à faire sur les conditions, les indications et les résultats de ces retransplantations. Les résultats de survie, les résultats nationaux montrent des données qui sont tout à fait conformes aux résultats internationaux, à savoir des meilleurs résultats obtenus pour les transplantations bipulmonaires, avec quand on les compare aux transplantations monopulmonaires. Et de fait, on constate aussi une réduction drastique des indications de transplantation monopulmonaire en France. D'une part parce que effectivement ces résultats fonctionnels sont moins bons que ceux de la transplantation bipulmonaire, en grande partie aussi parce qu'il est extrêmement difficile de suivre fonctionnellement un patient transplanté d'un seul poumon, et puis parce que bon nombre de complications viennent du poumon natif laissé en place, et c'est vrai que cette technique de transplantation pulmonaire, sauf situation un peu particulière, a tendance à réduire de façon très substantielle. Les résultats de la transplantation bipulmonaire sont aussi meilleurs que la transplantation cardiopulmonaire, mais là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les indications sont radicalement différentes. À noter qu'une grande majorité maintenant de patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire sont transplantés en bipulmonaire, et que la transplantation cardiopulmonaire n'est vraiment réservée qu'à des situations tout à fait particulières et extrêmes de la maladie.
Les résultats se sont améliorés avec la période, depuis la naissance de cette transplantation à la fin des années 80. Ils se sont régulièrement améliorés jusqu'aux années 2004-2005, et une date à partir de laquelle on note une certaine stagnation des résultats, puisque comme vous voyez par l'écrasement des courbes supérieures ici, les dernières périodes sont tout à fait superposables, voire identiques, avec donc des résultats qui stagnent un peu, une survie à 5 ans qui est de l'ordre de 60% à l'heure actuelle. La survie en fonction de l'attente en risque en liste régulière ou de l'attente en super-urgence, vous voyez que bien entendu les malades soumis à la super-urgence sont des malades dans des situations d'urgence vitale, et il n'est pas étonnant d'y constater une mortalité immédiate qu'on va qualifier de mortalité post-opératoire, mortalité intra-hospitalière qui est encore très élevée, mais ensuite des courbes de survie par rapport à la cohorte des patients transplantés en liste régulière tout à fait superposables. Autre élément nouveau dans le monde de la transplantation, c'est bien sûr l'irruption des techniques d'ex vivo. Alors la perfusion ex vivo est connue depuis le début des années 2000 avec des travaux expérimentaux puis des travaux cliniques, en particulier par l'équipe de Toronto. Ce schéma vous montre l'organisation assez classique de la perfusion ex vivo pulmonaire sur ce mode initial, à savoir un prélèvement classique, une conservation et un stockage du greffon dans des conditions d'hypothermie, puis un réchauffement, une reperfusion pendant une durée variable de 1 à 4 heures afin d'évaluer les capacités fonctionnelles du greffon pulmonaire, puis de nouveau une période d'ischémie froide, puis une transplantation. Ce modèle-là, en France, a été utilisé de façon particulièrement efficace par les équipes de Foch et de Maryland Long, et qui ont démontré que cette méthode appliquée à des poumons qui étaient refusés par les autres équipes pour des critères extrêmement variables, enfin ça revenait de toute façon au même, les poumons refusés qui allaient donc être exclus de la transplantation, dans 80% des cas, il était possible de constater que leur fonction pulmonaire était compatible avec la transplantation, et cette expérience française a été publiée il y a déjà maintenant 3 ans, mais elle est encore assez emblématique de cette vision assez innovante de la perfusion ex vivo. Tout ça a abouti en 2017 à la création d'un tour machine national, puisque les équipes qui disposent de l'équipement et de la compétence, de l'expérience de l'ex vivo, se voient proposer sur un tour qui est maintenant national, qui concerne que 4 équipes pour le moment, se voit proposer ces poumons, ce qui, bien sûr, est une amélioration encore de l'équité d'accès des greffons pulmonaires aux équipes. L'autre concept qui se développe actuellement est celui de la conservation dynamique, et qui est une autre vision de la perfusion pulmonaire ex vivo. Il s'agit là, après une phase de prélèvement qui est tout à fait classique, avec une pneumoplégie froide, de brancher immédiatement après le prélèvement, de brancher le greffon, de le placer dans des conditions de normothermie et de ventilation dans un appareil portable pendant une période qui peut être longue, 6, 8 heures, 10 heures, voire parfois plus. Période pendant laquelle on peut aussi évaluer et suivre quasiment en temps réel la valeur fonctionnelle du parenchyme pulmonaire. Et donc ce prélèvement dynamique aboutit, après une nouvelle phase d'ischémie froide extrêmement courte, à une transplantation.
Alors c'est ce concept qui a été développé au début des années 2010 avec tout d'abord une expérience pilote qui a montré la faisabilité de ce concept, puis une étude internationale multicentrique randomisée comparant la technique classique à cette conservation dynamique. Et donc dans cet essai international, 2 équipes françaises ont pu contribuer aux résultats qui ont été régulièrement rapportés, notamment en 2016, en avril 2016, puis actualisés en avril 2017 au congrès de l'ISHLT. Alors voici les résultats les principaux résultats de ces travaux qui sont encore sous presse, qui montrent que la durée de conservation a été plus longue dans le groupe conservé de façon dynamique, mais avec un total d'ischémie, de temps d'ischémie froide inférieur de 2h30 dans le groupe conservation dynamique par rapport à la conservation conventionnelle. Si l'on regarde l'incidence des dysfonctions primaires du greffon dans les 3 jours qui suivent la transplantation, eh bien on constate aussi de meilleurs résultats dans le bras conservation dynamique, avec même des résultats qui sont améliorés de 50% lorsqu'un certain type de perfusion, de liquide de perfusion est utilisé pour la conservation dynamique. La survie, on voit aussi qu'il y a une tendance vers une survie des receveurs, une tendance qui est meilleure après conservation dynamique, même si cette différence n'est pas significative. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle ne majore pas, en tout cas, la mortalité associée à la transplantation. Puis ça, c'est peut-être le résultat le plus enthousiasmant, c'est de voir que la conservation dynamique est peut-être aussi le moyen de réduire l'incidence des dysfonctions chroniques du greffon. Alors pour continuer dans cet axe, et pour parler de la France encore, une des étapes de la recherche dans le domaine de l'insuffisance respiratoire, c'est le poumon artificiel, et là il faut saluer le projet BioHeartLung qui est soutenu par l'équipe de Marine Lannelongue et plus particulièrement par Olaf Mercier, qui a reçu des fonds publics à une hauteur extrêmement intéressante pour développer un dispositif implantable qui pourrait favoriser l'autonomie des patients en attente de transplantation pulmonaire de façon un petit peu similaire aux expériences dont vous avez entendu parler en transplantation cardiaque. Alors que retenir de cette année 2017 ? Eh bien, les gros traits sont les suivants. La transplantation cardio-pulmonaire reste anecdotique, elle est quasiment réservée exclusivement à l'hypertension artérielle pulmonaire. En transplantation pulmonaire, par contre, il y a une augmentation continue de cette activité avec une amélioration continue des conditions de cette transplantation. Actuellement, il y a plus que 1,4 candidats pour un greffon. Tout ça, ce sont le fruit de l'utilisation de critères étendus, c'est le fruit aussi de l'introduction du logiciel Crystal Image qui permet aux équipes de consulter les images des scanners thoraciques. C'est l'utilisation raisonnable et raisonnée de la procédure de super-urgence. C'est le démarrage aussi des prélèvements chez les donneurs après arrêt cardio-respiratoire. Alors on pourrait bien entendu être extrêmement satisfait de cette situation, considérer que la pénurie en transplantation pulmonaire est résolue ou en voie de l'être.
Le problème, c'est que les besoins réels de santé publique ne sont pas connus. Il n'y a pas de registre, par exemple, des patients oxygénodépendants qui seraient potentiellement candidats à une transplantation, qui soit suffisamment exhaustif pour connaître ces besoins de santé publique. Et d'ailleurs, l'impression des équipes est que plus elles transplantent, plus le réseau de référence des patients fournit de patients. Donc les besoins de santé publique ne sont pas réellement connus. Il est probable que l'activité continuera à augmenter et que la situation de pénurie relative perdurera pendant quelque temps encore. Il y a eu des améliorations techniques. L'ECMO, qui est déjà maintenant à remplacer quasiment toutes les situations la circulation extracorporelle classique. L'ex vivo fait une percée de plus en plus évidente dans toutes les équipes. Il y a une amélioration des résultats à court terme. Il y a un consensus autour de la transplantation bipulmonaire qui offre les mêmes résultats fonctionnels au prix d'un risque opératoire qui est devenu tout à fait superposable à celui de la transplantation monopulmonaire. L'ex vivo, le tour machine, une nouveauté 2017, et puis peut-être demain la conservation dynamique qui remplacera la technique conventionnelle, mais ça, bien entendu, ça pose un certain nombre de problèmes, et d'ailleurs je terminerai par ces points d'inquiétude. Le premier point d'inquiétude, c'est le financement de cette évolution, de cette innovation technologique. Actuellement est en train de se discuter la possibilité, comme c'est le cas par exemple pour les machines à perfusion du rein, qu'il y ait un financement dédié, un forfait machine, qui permette d'apporter un modèle économique à cette utilisation de l'ex vivo, en sachant que pour l'instant, ce forfait est imaginé dans une utilisation relativement restreinte de l'ex vivo, mais il est bien évident que si demain c'est la conservation dynamique qui devient le standard, alors il va falloir vraiment réfléchir à ce modèle économique qu'il faut associer. L'autre point d'inquiétude, c'est que l'organisation du suivi des transplantés, des cohortes qui sont de plus en plus importantes, reste attachée au centre de transplantation, et que donc actuellement on note de façon assez préoccupante une inadéquation flagrante entre les effectifs médicaux et soignants qui restent à un niveau classiquement bas et des cohortes qui augmentent. Et donc là, il y a probablement un effort de redistribution des moyens de santé autour de ce parcours de soins tout à fait particulier. Je vous remercie de votre attention.